Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Chers frères, chères sœurs, nous avons parlé la dernière fois du caractère surhumain du Coran et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas écrit ce Coran. Il recevait la révélation d'Allah, puis il ordonnait à ses compagnons d'écrire, de transcrire la révélation qui est descendue sur lui. Et nous avons terminé la séance précédente par un caractère surhumain qui concerne le nombre. On a dit la dernière fois que dans le Coran, il y a une correspondance entre des noms qui sont opposés ou synonymes, comme par exemple quand on compte le nombre de fois le mot hayat, vie, on le trouve équivalent au nombre de fois où se répète le nombre mort. Donc il y a une correspondance concernant le nombre. Et aujourd'hui, on va parler d'un autre aspect, d'un autre caractère, d'une autre preuve plutôt, que ce Coran a été révélé par Allah. Et ce n'est pas une œuvre humaine. Vous savez, ceux qui ne croient pas, quand ils entendent les versets du Coran qui parlent des civilisations anciennes, qui parlent des prophètes, des événements passés, ils disent, comme le relate Allah dans la sourate 25, sourate le discernement, les versets 4 jusqu'au verset 6, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. Ils disent, Allah dit que ces gens-là, quand ils entendent des versets parlant des histoires, des événements passés, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ce n'est qu'une invention qu'il a forgée, c'est-à-dire que Mohammed a forgé, et d'autres personnes, produisant ainsi un faux témoignage doublé d'une injustice. Ce n'est qu'une invention qu'il a forgée, et d'autres personnes, affirment les mécréants, produisant ainsi un faux témoignage doublé d'une injustice. وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين. Les gens de primitifs disent-ils, وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تتلى عليه بكرة وأصيلا. Les gens de primitifs disent-ils qu'il fait transcrire et qu'on lui dicte matin et soir. Qul, réplique-leur, Allah demande au prophète Mohammed de répliquer à ces gens-là. Qul anzalahu alladhi ya'lamu as-sirra fi as-samawati wal-ard innahu kana ghafuran rahima. Réplique-leur, c'est celui qui connaît le secret dans les cieux et sur la terre qu'il a révélé, car il est pardonneur et miséricordieux. Quand ils entendent par exemple le verset coranique suivant, إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. Pharaon, Haman et leurs armées étaient fautifs. Quand ils entendent par exemple ce verset-là, qui est un des versets de la sourate la narration, la sourate 28, ils disent, c'est qui Haman? Mohammed a sûrement inventé ce nom. On a découvert récemment que le nom de Haman a été effectivement mentionné dans de vieilles tablettes égyptiennes et qu'il était contemporain de Pharaon. Il était effectivement contemporain de Pharaon. Je dis récemment parce que la langue égyptienne antique, les hiéroglyphes, la langue qui est pratiquée, qui est utilisée à l'époque des pharaons, n'a été déchiffrée qu'en 1799, c'est-à-dire lors de la campagne de Napoléon en Égypte. Cette langue n'a été déchiffrée qu'en 1999 avec la découverte d'une tablette datant de 196 avant Jésus-Christ. Cette tablette s'appelle la tablette de Rosette ou Hajar Rashid.
elle a été découverte dans un village qui se trouve à l'embouchure occidentale du Nil. Hajar Rashid. Ce Hajar Rashid ou ces pierres de Rosette a une caractéristique, c'est qu'elle a été écrite sous 3 formes différentes. L'hiéroglyphe, le démotique c'est une forme simplifiée de l'écriture hiératique égyptienne antique, et la langue grecque. Et là, le dialecte égyptien a été décodé à l'aide de la version grecque. C'était vraiment une découverte extraordinaire. Grâce à cette découverte, on a pu déchiffrer les signes hiéroglyphes. Avant cette date, personne ne connaît ce langage, les hiéroglyphes. À l'époque de Mohammed, c'est-à-dire le 7e siècle, après Jésus-Christ, personne ne connaît le hiéroglyphe. Le dernier moment connu où un hiéroglyphe a été utilisé, c'est l'année 394 après Jésus-Christ, c'est-à-dire 2 siècles avant la naissance de Mohammed. Le dictionnaire qui s'appelle Les personnes dans le Nouveau Royaume, il mentionne Haman comme tête des ouvriers de carrière. C'est comme ça qu'il est mentionné dans ce dictionnaire qui se base sur ce décodage des signes hiéroglyphes. Il a mentionné Haman comme tête des ouvriers de carrière, c'est exactement ce qu'indique le Coran dans la sourate 28 et le verset 38. Qu'est-ce qu'il dit ce verset? وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي. Pharaon dit, ô notables, je ne connais pas de Dieu pour vous, sinon moi. فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Ô Haman, Pharaon il appelle Haman, ô Haman, allume donc du feu sous l'argile et bâtis-moi une tour afin que je puisse avoir vue sur le Dieu de Moïse. Je pense au demeurant qu'il est l'un des menteurs. Donc, Pharaon, il appelle Haman de lui construire une tour. Et ce dictionnaire, il définit Haman comme tête des ouvriers de carrière, comme quelqu'un qui est responsable de la construction. Qui a informé Mohammed de ces détails historiques? Qui a dit à Mohammed que Haman existait réellement et qu'il était contemporain de Pharaon et qui était responsable des constructions? Qui a dit ça à Mohammed? Certains vont dire que l'histoire de Moïse et de Pharaon se trouve dans la Torah et l'Évangile. Et donc sûrement les Juifs de Médine ou les chrétiens de Najran, du Yémen ou de la Syrie ont informé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de ces détails. Revenons à la Torah. Revenons à la Torah dans ce cas. Dans la Torah, Haman n'est pas cité. Donc, les Juifs ne peuvent pas informer Mohammed de ce personnage parce qu'il ne se trouve pas dans leur livre. Et l'évangile, il le mentionne, d'accord, mais il le mentionne pour faire référence à un homme qui est dans le roi babylonien, venu au pouvoir 1100 ans après le prophète Moïse. Il l'aida à persécuter les Juifs. Donc, Haman, selon l'évangile, il n'était pas contemporain de Moussa alayhi salam. Qui a informé Mohammed de cette vérité? Qui l'a informé? La réponse, قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. C'est celui qui connaît le secret dans les cieux et sur la terre qu'il a révélé, car il est pardonneur et miséricordieux. Allah il dit, subhanahu wa ta'ala, à propos de ces signes qu'il montre aux gens pour prouver que le Coran est la vérité, il dit, exalté soit-il, سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous leur ferons voir nos signes sur les horizons et dans leur âme
jusqu'à faire éclater à leurs yeux qu'il s'agit bien de la vérité. Sourate 41 et le verset 53. L'origine de l'homme. Certes, l'homme naît à partir de la fécondation de l'ovule par un spermatozoïde, mais sa première origine c'est quoi? Il n'était rien. L'homme, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. L'homme peut bien dire, une fois mort, m'en fera-t-on sortir vivant? أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا. Est-ce que l'homme ne se rappelle plus que nous l'avons naguère créé quand il n'était rien? Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate 19 de Sourate Marie, versets 66-67. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans Sourate l'Insan, Sourate l'homme, Sourate 76, le premier verset de cette sourate, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. L'homme n'a-t-il pas subi une période de temps où il n'était rien qui se put dénoter? Donc, il n'était rien, puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Il l'a créé à partir de la terre, exactement à partir de l'argile. C'est à partir de l'argile qu'il a créé son ancêtre, l'ancêtre de l'homme, notre ancêtre Adam, alayhi salam, paix sur lui. Allah il dit, oui, nous avons créé l'homme d'une quintessence d'argile. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, Sourate 23 et le verset 13. Donc le premier homme était Adam. L'ancêtre de l'homme est un homme parfait, dans la plus belle forme, et non pas un singe comme prétend Darwin dans sa théorie d'évolution. D'ailleurs, cette théorie, ce n'est pas Darwin qui en est l'auteur ni la marque, mais elle remonte aux Sumériens, au temps d'idolâtrie. Selon eux, les dieux Lamu et Laamu seraient d'abord créés d'eux-mêmes, avant de créer les autres matières ainsi que les êtres vivants. Et ce mythe-là de l'évolution, il fut repris par une autre civilisation idolâtre, celle de la Grèce antique. Les philosophes matérialistes de la Grèce antique, ils considéraient que la matière était la seule chose qui existait. Et ils se sont servis du mythe de l'évolution qui est l'héritage des Sumériens pour expliquer l'apparition des êtres vivants. Ces deux sources idolâtres sont ensuite réapparues dans le monde moderne au XVIIIe siècle avec Darwin. Selon cette théorie, la théorie darwinienne, la vie a commencé avec une cellule née du pur hasard. Coïncidence. Cette cellule, toujours grâce aux coïncidences, a évolué en se développant et s'est diversifiée pour donner naissance aux millions d'espèces actuellement présentes sur Terre. Cette théorie, c'est une pseudo-science finalement, c'est du charlatanisme, c'est une théorie irréaliste. Pourquoi? Parce que toutes les découvertes et les fouilles archéologiques démontrent l'apparition subite des êtres vivants à partir de leur forme finale et idéale, c'est-à-dire leur création par Dieu, par Allah subhanahu wa ta'ala. Là, comment on peut leur poser la question suivante? Si vous dites qu'il y a évolution, alors où sont les formes intermédiaires? Concernant l'homme par exemple, vous dites qu'il descend des singes. Existe-t-il une forme intermédiaire entre le singe et l'homme? Toutes les fouilles des paléontologues prouvent qu'il n'existe pas ce spécimen-là. Cet arbre généalogique imaginaire de l'homme qu'ils ont forgé, des australopithèques qui ont passé pour donner, qui ont évolué et qui ont donné par la suite l'Homo habilis, après l'Homo habilis a donné l'Homo erectus, et puis l'Homo erectus a donné l'Homo sapiens. Aucune preuve fossile n'existe pour soutenir l'image de l'homme singe. Les australopithèques sont finalement des singes. Les Homo habilis, c'est des singes. L'Homo erectus, c'est un homme. Les spécimens, par exemple, qu'ils ont trouvés en Allemagne, comme l'homme de Néandertal, c'est un homme, c'est pas un singe. Il n'y a pas de forme, il
Il y a pas un spécimen qui est entre l'homme et le singe. Et pourtant, cette doctrine, Ajib, c'est étonnant, elle est largement véhiculée par les médias. On trouve ça partout, même personnellement quand j'étais à l'école, quand j'étais au lycée, on nous enseignait cette théorie, et à l'université aussi, quand je faisais les cours de paléontologie, on nous ramène des maquettes, des moules de crânes de soi-disant hommes singes, alors que c'est loin de la réalité. Ben, quand ils ne sont pas parvenus à trouver une forme intermédiaire entre le singe et l'homme, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les évolutionnistes? Ben, ils ont eu recours à la triche, à des falsifications. Oui, ils ont falsifié des, ils ont falsifié des fossiles. Comme exemple de falsification, c'est l'homme de Piltdown, par exemple. C'est quoi l'homme de Piltdown? Ben, c'est plusieurs fragments de crâne, une demi-mâchoire et quelques dents qui ont été déterrés à Piltdown. Piltdown, c'est une localité qui se trouve au sud de Londres. C'est qu'un jour de l'été, en 1899, ces restes, ces vestiges, ont été découverts par un homme qui s'appelle Charles Dawson. Et plus tard, son ami Smith Woodward, c'est un conservateur au British Museum, il assembla la mâchoire et le crâne, il boucha les éléments manquants avec de la pâte à modeler et avec son imagination. Et en 1912, la tête de cet homme-là, imaginaire, avait été présentée à la Geological Society à Londres, comme étant le lien manquant entre le singe et l'homme. Et ils l'ont daté, ils ont dit qu'il remonte à l'âge glaciaire et qu'il a à peu près 500 000 ans. À cette époque-là, il n'y avait pas le carbone 14 pour la datation des fossiles. Il se basait surtout sur les strates, les couches. Bon, pendant à peu près 40 ans, plusieurs articles scientifiques ont été rédigés sur l'homme de Piltdown, une multitude d'interprétations et de dessins effectués, et le fossile a été présenté comme une preuve irréfutable de l'évolution humaine. Pas moins de 500 thèses de doctorat ont été rédigées sur ce sujet, sur cet prétendu intermédiaire entre le singe et l'homme. Ben, finalement, avec les tests de fluorine effectués par un certain Oakley en 1949, les fluorines, c'est que les restes qui contiennent beaucoup de fluorine sont les plus vieux. Bon, il a soumis ces vestiges-là, ou ce crâne-là, et cette mâchoire à des tests de fluorine en 1949. Et en 1953, des examens plus poussés, microchimiques et des observations au microscope ont été faites par un certain docteur Weiner. Et on a découvert la singerie. Vous savez quoi? Le crâne et la mâchoire avaient été teintés artificiellement au bichromate de potassium pour reproduire la coloration due au grand âge. Et les molaires et la canine avaient été limés grâce à des instruments en acier pour imiter l'usure des dents humaines. Ces dents, ils ont été arrangés et fixés artificiellement sur la mâchoire. Finalement, le crâne appartenait à un homme moderne, un homme du Moyen Âge, et la mâchoire était celle d'un singe. L'homme de l'aurore était finalement un faux. Et les savants ont été bernés durant 41 ans. Ça, c'est une preuve de falsification. C'est l'un des scandales vraiment de... Autre exemple, par exemple, l'homme de Nebraska. L'homme de Nebraska, on voit ça dans les revues, un homme, moitié singe, moitié homme, poilu, avec sa femme à côté et son enfant. Quand on voit ça, on dit, peut-être qu'ils ont trouvé tous les vestiges de l'homme et de sa femme et de l'enfant. Finalement, non. C'est
sur la base d'une seule dent qu'ils ont fait ces reconstitutions-là. Et cette dent-là, c'est une molaire qui a été découverte à Nebraska en 1922. Finalement, ils ont découvert que la dent n'appartenait ni à un homme ni à un singe. Elle appartenait à une espèce de sanglier américain. Les évolutionnistes, ils croyaient aussi que les créatures mi-homme, mi-singe pouvaient être trouvées non seulement dans les archives fossiles, mais également ils pouvaient trouver des créatures vivantes dans divers endroits du monde. Au tout début du XXe siècle, la quête des liens transitionnels vivants a entraîné des incidents malheureux, et parmi lesquels l'histoire d'un pygmée du nom de Otabenga. Le pygmée, c'est une population qui vit en Afrique. Il a une petite taille. Otabenga, c'est un homme marié qui a 2 enfants, et il a été capturé en 1904 par un chercheur évolutionniste au Congo. Il l'a capturé et puis le pauvre homme fut emmené aux États-Unis et où les chercheurs évolutionnistes, les adeptes de Darwin, le présentent au public à l'exposition universelle de Saint-Louis avec d'autres espèces de singes. Otabenga a été présenté comme le lien, un homme a été présenté comme le lien transitionnel le plus proche de l'homme. 2 ans plus tard, ils l'ont emmené au zoo. Ils ont emmené un homme, un être humain, subhanallah, un être humain. Ils l'ont emmené au zoo du Bronx à New York pour l'exposer sous l'appellation des vieux ancêtres de l'homme. En compagnie ils ont mis à côté des chimpanzés, une gorille, un orang-outan, et le pauvre homme n'a pas pu supporter cette humiliation, cette animalisation, ce traitement, et il a fini par se suicider. Théorie raciste, ça c'est sûr, parce que déjà le sous-titre que Darwin a donné à son livre The Origin of Species, il résume clairement ce point de vue. C'est quoi ce titre? C'est l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la conservation des races favorisées dans la lutte pour la survie. Il a lui-même prétendu que le combat pour la survie pouvait s'appliquer aux groupes raciaux humains. Ça c'est le danger du darwinisme. C'est ce qu'on appelle le darwinisme social. Il a lui-même prétendu que le combat pour la survie pouvait s'appliquer aux groupes raciaux humains. Et qui est cette race favorisée qui va sortir dominante pour lui? C'est celle des Européens blancs, bien sûr. Les races africaines, les Asiatiques, les aborigènes, eux, ils seraient restés en arrière dans le combat pour la survie. Il n'est pas étonnant, bien sûr, de voir les idéologies violentes comme le racisme, le fascisme, l'hitlérisme, le communisme, le capitalisme sauvage se renforcer grâce à l'appui de cette doctrine. Il est évident qu'ils se renforcent. Malgré leurs divergences, malgré tout cela, ils ont ce point en commun, l'animalité, l'origine animale de l'homme et la lutte pour la survie. Hitler ne cachait pas son admiration pour Darwin, pareil pour Marx, pareil pour d'autres. Beaucoup de peuples ont été exterminés à cause de cette doctrine. Et devinez qui est la source d'inspiration de Darwin? C'est le livre de Malthus, l'économiste anglais. C'est un essai sur le principe de la population. Qu'est-ce que vous connaissez Malthus? Il dit, seuls les désastres, la guerre, la famine permettaient de contrôler l'accroissement de la population. Il dit, il ne faut pas donner aux pauvres, il faut les mettre dans les ghettos, dans des endroits insalubres pour qu'ils crèvent parce qu'on n'a pas suffisamment de nourriture pour tout le monde. Comme si c'était lui qui fait descendre la pluie du ciel et c'est lui qui assure la subsistance des êtres humains.
Malthus, bien sûr, l'inspiration de Malthus, c'est Tom, comment il s'appelle déjà? C'est Adam Smith, c'est, si vous voulez, l'idéologue de la colonisation, le philosophe de la colonisation. Ben, ça a mené vers quoi? Cette doctrine ou cette théorie, ça a mené vers la purification ethnique, le colonialisme, l'asservissement de la classe sociale, de la classe populaire, les guerres. Le darwinisme avait effectivement un rôle préparatoire de la Première Guerre mondiale. Je parle de cette théorie parce que c'est très important pour la suite de notre sujet et parce qu'il touche au cœur de notre sujet, l'origine de l'homme. Et malgré cela, c'est étonnant, malgré cela, les médias ne cessent de faire la propagande pour la théorie de l'évolution. On l'enseigne toujours dans les écoles et les universités comme étant une réalité scientifique. Dans la télé, par exemple, dans les documentaires, il est rare de trouver. On trouve toujours dans le commentaire de celui qui fait le documentaire sur les animaux, par exemple, ou les êtres vivants, il parle toujours, il y a toujours ce grain de sel du darwinisme et de l'évolutionnisme. Et, subhanallah, les évolutionnistes, ils s'accrochent à leur théorie, malgré son caractère mythique. Vous connaissez le conte de fées de la grenouille qui se transforme en prince charmant? Quand on était jeune, on nous racontait ce conte-là. On vous a déjà raconté ce conte-là, où la belle au bois dormant. Ben, ce conte de fées de la grenouille qui se transforme au prince charmant, ben, c'est possible chez les évolutionnistes. Vous savez comment ils expliquent comment les dinosaures se sont transformés ou se sont transformés en oiseaux? Comment les dinosaures se sont envolés? Ben, la réponse, ils disent en essayant d'attraper les mouches. Ben, les dinosaures, ils courent à chaque fois pour attraper les mouches, et puis ils ont eu mal aux jambes, et ils se sont réunis, ils disent, on en a marre, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va développer des ailes. Ajib. Ils se sont intéressés aux dinosaures et ils ont oublié les mouches. Ils devront d'abord répondre comment le système de vol de la mouche, qui est très perfectionné, comment s'est-il formé? Ils n'arrivent pas à expliquer le système de vol d'une petite mouche et ils osent pourtant affirmer la transformation des dinosaures en oiseaux. C'est vraiment extraordinaire. Chez d'autres évolutionnistes, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le premier oiseau était sorti d'un œuf de reptile en tant que mutation importante. C'est vraiment extraordinaire. Là, pour l'imaginer, imaginez un reptile qui pond un œuf et à l'éclosion, c'est pas un bébé reptile qu'il trouve, mais un oiseau. Je crois que dès qu'il va le voir, il va se retrouver dans son ventre, il va le manger. Des théories comme ça, ce sont des pseudosciences. Ils ne se fondent pas sur des réalités scientifiques. Darwin basait sa théorie sur l'observation morphologique. C'est ce qu'on appelle l'homologie. Il disait les mains de l'homme ou du singe, les ailes des oiseaux, les nageoires des poissons, tout cela prouve une origine commune et donc ils ont évolué à partir d'un ancêtre commun. Or, ces ressemblances ne prouvent en aucun cas qu'il y a évolution. Ces ressemblances prouvent plutôt l'unicité du Créateur. Pour beaucoup de gens, la question de savoir si l'homme descend du singe ou non vient à l'esprit lorsque la théorie de Darwin est citée. Mais avant d'arriver à cela, il y a de nombreuses questions auxquelles la théorie évolutive a besoin de répondre. La première question est la suivante. Comment le premier organisme vivant est-il apparu sur Terre? Avant de parler de l'homme, il faut qu'il réponde à cette question. Comment le premier organisme vivant est-il apparu sur Terre? Les évolutionnistes répondent à cette question en disant que le premier organisme
fut une cellule qui émergea par hasard d'une matière inanimée. Selon cette théorie, à une époque où la Terre consistait en roches inanimées, terre, gaz, etc., un organisme vivant se forma par hasard sous les effets conjugués du vent, de la pluie et de la lumière. Or, dire que les matières inanimées peuvent produire la vie est vraiment une superstition. Jamais une matière inanimée ne peut générer la vie. Jamais. Au temps de Darwin, rien n'était connu sur l'extraordinaire structure de la cellule. Darwin ainsi que les autres évolutionnistes de son temps croyaient qu'une cellule était une simple gouttelette d'eau qui pourrait facilement provenir du hasard. Mais maintenant, avec le microscope électronique, avec le développement scientifique, on a découvert que la cellule possède un système incroyablement complexe. Vous savez ce qu'il y a dans la cellule? C'est le composé d'une membrane, d'un cytoplasme, de l'appareil de Golgi, des lysosomes, des mitochondries, d'un noyau. Et plus les recherches avancent, plus les choses se compliquent chez les évolutionnistes et les matérialistes pour prouver, pour démontrer leur doctrine. Parce que la question qui pose maintenant, ce n'est plus comment la première cellule est apparue, mais comment le noyau de cette cellule est apparu, comment les mitochondries sont apparues, comment les lysosomes sont apparus, ainsi que d'autres composantes de la cellule. Nous savons que le noyau de la cellule renferme de l'ADN, de l'acide désoxyribonucléique. L'ADN constitue le matériel héréditaire. Toutes les caractéristiques du corps se trouvent dans l'ADN. On parle toujours de l'ADN. Toutes les caractéristiques du corps se trouvent dans l'ADN. La couleur des cheveux, la couleur de la peau, la taille, etc., etc. C'est un long polymère. Une seule molécule d'ADN humain renferme assez d'informations pour remplir une encyclopédie d'1 million de pages, ou pour remplir environ 1000 livres. Pour faire une analogie, nous pouvons considérer que même l'Encyclopédia Britannica, composée de 23 volumes, une des plus importantes sources d'informations au monde, ne possède que 25 000 pages. Dans une molécule trouvée dans un noyau qui est lui-même beaucoup plus petit que la cellule microscopique qui l'abrite, existe une banque de données 40 fois plus importante que la plus grande encyclopédie au monde. Vous vous rendez compte? Il y a à peu près dans une cellule, il y a à peu près dans cet ADN 3 milliards de sujets différents. 3 milliards. Cet ADN, un brin d'ADN, un bout de chair qui est 10 000 fois plus petit qu'un millimètre et n'est constitué que de protéines, que de bases azotées, de molécules d'eau, ben, cet ADN-là, il renferme tout ça. Des milliards, 3 milliards de sujets différents. Et il peut remplir, il renferme assez d'informations pour remplir une encyclopédie d'1 million de pages. La base de données, comme j'ai dit, d'ADN est constituée de 3 milliards de lettres et est composée d'une séquence spéciale et significative de lettres. C'est ce qu'on marque, c'est ce qu'on désigne par ATGC. ATGC sont des bases azotées, c'est-à-dire l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Ce sont des bases azotées, des éléments chimiques. Une seule erreur dans n'importe quelle paire de bases de l'ADN, une seule erreur dans ces milliards de bases azotées ou de lettres, si vous voulez, parce qu'on désigne les bases azotées par leurs initiales, leurs lettres initiales, ATGC, une erreur peut être fatale, peut avoir des conséquences graves. Comme par exemple l'hémophilie, la mucoviscidose, ce sont
les conséquences d'une erreur de codage. Quand on parle de gènes, toujours on parle de code génétique. Parce que les gènes, ce sont des éléments, bon, ce sont, si vous voulez, l'ADN, c'est, il y a des informations dedans. Ces informations, c'est comme on peut l'assimiler à une encyclopédie, et les gènes sont les livres de cette encyclopédie. C'est-à-dire, chaque gène renferme beaucoup d'informations. Il y a des gènes qui sont responsables de la synthèse, par exemple, de l'insuline, de la synthèse des anticorps, du cytochrome, par exemple, de certaines protéines. Donc ces gènes-là, ils sont responsables de la synthèse de ces éléments-là, de ces protéines qui sont fondamentales pour la vie. Les gènes qui sont dans le noyau, ce sont des livres, et c'est un autre élément de la cellule qui entre pour prendre les informations dans ce gène-là, pour ouvrir ce livre qui est le gène, et de transcrire les codes qui sont dedans. A, T, G, C, G, A, etc. C'est des lettres, c'est comme une écriture, c'est comme si le gène dit à cet élément-là qui vient transcrire l'information dedans, et c'est ce qu'on appelle l'ARN messager. Ben, il lui donne l'information, puis cet ARN messager, il sort du noyau, et puis il se colle dans l'élément qui s'appelle le ribosome, et puis il y a un autre ARN, un autre élément de cette cellule qui amène l'acide aminé qui convient au code. Et puis, chaque fois, il y a un ARN de transfert qui apporte avec lui un acide aminé. Il y a 20 acides aminés différents dans une protéine. Et puis, avec les liaisons qui se font entre ces acides-là, ils forment une chaîne, et cette chaîne-là, c'est cette chaîne-là qui nous donne la protéine. Et cette protéine, c'est composé par le code, c'est grâce au code qui se trouve dans l'ADN. Donc, c'est des informations qui sont dans ce brin d'ADN. C'est grâce à ces informations que les acides aminés se lient entre eux et forment les protéines. Les protéines sont des molécules composées, comme j'ai dit, de petites entités appelées acides aminés. Les acides aminés sont au nombre de 20, comme j'ai dit. La glutamine, la cytine, la lysine, l'acide asparagique, l'acide glutamique. Il y a différents acides aminés. Et les plus simples d'entre les protéines, ils regroupent 50 acides aminés, alors que d'autres en contiennent plusieurs milliers. C'est vraiment extraordinaire. Il suffit de retirer, d'ajouter ou de remplacer un seul des acides aminés pour que la structure de la protéine devienne un amas moléculaire inutile. Chaque acide aminé a une place et un rôle bien déterminé. C'est vraiment extraordinaire. Regardez le corps humain. Il est constitué de milliards et de milliards de cellules. Il y a les cellules nerveuses, qu'on appelle les neurones. Il y a les cellules du muscle, les cellules du foie, les cellules du pancréas, les cellules sanguines, comme par exemple les globules rouges, les globules blancs qui servent à défendre notre corps. Des cellules différentes. Et toutes ces cellules-là sont composées des mêmes gènes, c'est-à-dire on trouve dans les cellules du muscle les mêmes gènes qu'on trouve dans les cellules du foie. Et pourtant, le gène qui est responsable, par exemple, de la synthèse de l'insuline, vous savez qu'il joue un rôle majeur dans la régulation de la glycémie. Ce gène-là, il est inactif dans les cellules du muscle, parce que c'est pas les cellules du muscle n'ont pas cette responsabilité de synthétiser l'insuline. C'est le rôle du foie. Ils sont inactifs dans les cellules du muscle, mais ils sont actifs dans les cellules du foie. Et c'est ainsi dans tout le corps. Qui a ordonné à ce gène-là d'être actif ici et d'être inactif dans une autre partie du corps? Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est une intelligence. Ce n'est pas par hasard. C'est qu'il y a un ordre divin, c'est qu'Allah leur ordonne de faire telle et telle chose.
les molécules les molécules sont des éléments constitués d'atomes, d'hydrogène, de carbone. Ils ne peuvent pas nous produire une intelligence. Ils ne peuvent pas être sages. On ne peut pas leur attribuer la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence sont des attributs qu'on doit donner à celui qui fait fonctionner ces éléments-là, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Robert Shapiro, professeur de chimie à l'université de New York et spécialiste en ADN, a calculé la probabilité de la formation fortuite de 200 types de protéines trouvées dans une bactérie. La cellule humaine compte 200 000 types différents de protéines. Et le résultat est d'une chance sur 10 puissance 40 000. Une chance sur 10 puissance 40 000, la probabilité de la formation fortuite de 200 types de protéines trouvées dans une bactérie. C'est presque impossible que le hasard puisse nous donner ça, les 200 types de protéines dans une bactérie. Et vous savez ce que ça veut dire une chance sur 10 puissance 40 000? C'est-à-dire une chance sur 1 et vous mettez 1 et à côté de 1 vous mettez 40 000 zéros. Je ne sais pas combien de pages il vous faut pour mettre les 40 000 zéros. Chandra Wickramasinghe, c'est un hindouiste, professeur de mathématiques appliquées et d'astronomie à l'université ou à University College. Il commente cette incroyable probabilité. Il dit la probabilité de l'origine spontanée de la vie à partir de matière inanimée est de 1 sur 10 puissance 40 000. Cela suffit à enterrer Darwin ainsi que la théorie de l'évolution entière. Et il dit il n'y a pas eu de soupe primitive ni sur cette planète ni sur une autre. Si l'origine de la vie n'est pas due au hasard, alors elle a dû être la création préméditée d'une intelligence. Voilà. L'un des éminents défenseurs de l'évolution en Turquie, le professeur Ali Demirsoy, il déclare dans son livre Hérédité et évolution, pour que la probabilité de la formation du cytochrome C, il dit la probabilité de la formation du cytochrome C, le cytochrome C, c'est une protéine qui rend possible la respiration de l'oxygène. Donc, elle est à ce titre vitale pour la survie. La probabilité de la formation du cytochrome C est aussi improbable que la possibilité d'un singe qui écrit l'histoire de l'humanité sur une machine à écrire sans faire de faute. Imaginez un singe qui tape sur une machine à écrire et il écrit l'histoire de l'humanité entière. C'est impossible. Donc c'est impossible pour qu'une simple protéine, nous ne parlons pas de l'ADN, nous ne parlons pas des autres éléments, nous ne parlons que d'une simple protéine. Ce n'est plus question maintenant d'une bactérie ou d'une cellule. C'est juste une petite protéine. La probabilité de ça, pour que sa conception, sa formation soit au hasard, c'est une chance sur 1000 fois. Fred Hoyle, c'est un astrophysicien anglais qui a mérité à 3 reprises le prix Nobel de physique. Il est né en 1915 et il vient de mourir il y a 4 ans, en 2001. Il a dit une tornade balaye un entrepôt de ferrailleurs et le coup de vent assemble un Boeing 747 avec les bouts de ferraille. Telle est la probabilité pour qu'une vulgaire bactérie puisse être reproduite avec ses 2000 enzymes en état de marche par la seule force du hasard. François Crick est l'un des 2 scientifiques qui a découvert la structure de l'ADN pendant les années 1950. C'est un lauréat du prix Nobel. Quand on parle de l'ADN, on parle toujours de Crick et de Watson.
il n'a pas répondu à l'appel de sa fitra, de sa nature originelle, c'est-à-dire cet appel qui dit que c'est Dieu qui a créé la vie. Et il était pourtant acculé à l'évidence de la conception. Cette conception, comme il dit, qui exige une sagesse supérieure et qui ne pouvait en aucun cas être expliquée par des coïncidences, avait été réalisée par des extraterrestres. Voilà ce qu'il dit. Avait été réalisée par des extraterrestres. Pourquoi? Parce que il nie Dieu, il nie le fait que Dieu a conçu, a créé la vie, a créé cet ADN. Donc, la seule explication qu'il donne, il dit, voilà, c'est impossible que ça soit fait par des coïncidences, mais peut-être des extraterrestres, ils sont venus. Subhanallah. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat 39, verset 45, le cœur de ceux qui ne croient pas au jour dernier répugne à entendre mentionner Dieu seul. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Mais lorsque sont mentionnés ceux qui sont invoqués en dehors de lui, ils donnent aussitôt libre cours à leur joie. Ils sont contents quand on parle de Dieu, ils s'énervent, mais quand on parle d'autre chose, quand on leur dit que c'est le hasard, que c'est le temps qui est à l'origine de la création, qui est à l'origine de la formation de la vie, de la naissance de la vie sur terre, là ils donnent aussitôt libre cours à leur joie. Qu'ils donnent libre cours à leur joie, que cela leur plaise ou non, la réalité est là. Ni le hasard, ni les extraterrestres, ni la matière inerte n'a donné naissance à la vie. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la. Ô homme, un exemple vous est proposé auquel vous devriez prêter l'oreille. Ceux que vous invoquez en dehors de Dieu sont impuissants à créer une mouche. Inna alladhina tad'una min dunillah la yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lah. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont impuissants à créer une mouche, combien même ils se réunissaient tous à cette fin. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Et si la mouche leur dérobait quelque objet, ils ne pourraient se le faire restituer. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ, pareille faiblesse du solliciteur et du sollicité. Ni les atomes, ni la matière inerte n'a donné naissance à une bactérie ni à une mouche. Mais subhanallah, même s'ils voient les signes et les évidences, ils ne croient pas. Comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Yunus, Surat 10, verset 101, قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ. Dis-leur, méditez sur le contenu des cieux et de la terre, mais ni les signes ni les avertissements ne seront d'aucune utilité pour un peuple qui n'est pas destiné à croire. Il parle finalement, même si tous ces événements, même si par exemple il y a tous les acides aminés, toutes les protéines, même si tous ces événements, et les traitements improbables, et les conditions, ils se produisent réellement par hasard, cet amoncellement de molécules ne pourrait jamais donner naissance à la vie. Jamais. C'est impossible, car les recherches ont révélé que la simple combinaison de tous les matériaux nécessaires à la vie n'est pas suffisante pour que la vie apparaisse. Même si on a tous les éléments chimiques, toutes les molécules, c'est impossible. Même si toutes les protéines essentielles à la vie sont réunies et placées dans un tube à essai, elles ne produiront jamais une cellule vivante. Toutes les recherches menées sur ce sujet ont montré que c'était impossible. Toutes les observations et expériences indiquent que la vie ne peut trouver son origine que dans la vie. Affirmer
que la vie évolue à partir de choses inertes, ce qu'on appelle la biogénèse, est un mythe qui n'existe que dans l'imagination des évolutionnistes, en contradiction totale avec les résultats, de toutes les expériences et observations. Quand on parle de gènes, le gène c'est un paquet d'informations, ce n'est pas un objet. En biologie, quand on parle de choses comme les gènes, les génotypes et les patrimoines génétiques, on ne parle pas, on parle d'informations, pas d'une réalité physique. C'est comme si c'est des livres où il y a des informations écrites. Donc, quand on voit par exemple une page vide et un stylo à côté, on dit bon, peut-être que la feuille a existé ici par hasard et que la nature a donné naissance à cette feuille et la nature a donné naissance à ce stylo, comme ça par hasard, par une suite de coïncidences. Mais quand on trouve une écriture dans la feuille, ça veut dire l'écriture, qu'est-ce qu'elle reflète? Elle reflète l'esprit de quelqu'un, de quelque chose. C'est quelqu'un qui a écrit. C'est quelqu'un qui écrit. Donc les informations qui sont dans les gènes et qui sont lues par les ARN messagers pour la synthèse ou pour la synthèse de telle protéine ou pour définir la structure ou le phénotype, etc., etc. Donc ces informations, c'est Allah qui les a écrites. Et quand on parle de code génétique, c'est une écriture, c'est vraiment une écriture. Le code, comme ça, c'est une écriture qui est décodée par la suite et qu'une seule erreur dans ce code-là peut être fatale pour le corps et peut causer des maladies qui sont graves. Je préfère m'arrêter Inch'Allah, la séance prochaine, je parlerai de l'origine, du début de l'histoire, de l'origine de l'homme, de Adam alayhi salam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك